a suivi Ségolène Royal pendant plus de 10 ans dans son ascension politique et il révèle les coulisses et les échecs de cette femme politique de la présidentielle en 2007 jusqu'aux législatives en 2012. Il est avec nous sur le plateau du Figaro TV. Bonjour Patrick Guilloton. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien journaliste à Sud-Ouest et l'auteur de cet ouvrage, La princesse royale. C'est une enquête à charge contre l'ex-présidente de la région Poitou-Charentes. Avant de parler du livre, ces derniers temps, on en reparle un peu de Ségolène Royal, et en particulier parce que certains évoquent une possible candidature de l'actuel ministre de l'Environnement à la présidentielle si François Hollande y renonce. Selon vous, est-ce qu'un comeback est possible ? Personnellement, en tant qu'observateur, même en retraite de la vie politique, je n'y crois pas une seconde. Mais avec elle, il faut se méfier de tout, quoi. Elle est capable de tout. Alors, je ne vois pas trop ce qu'elle viendrait faire dans une campagne présidentielle, dans la mesure où il faut se souvenir que ces deux derniers rendez-vous avec le corps électoral se sont soldés, un, par moins de 7% à une primaire socialiste en 2011, et deux, par une véritable volée, une déroute électorale à La Rochelle. Mais est-ce qu'elle pourrait séduire de nouveau si finalement elle y allait? Est-ce que l'opinion publique, est-ce que derrière elle, il y aurait le même engouement? Je n'y crois pas une seconde. Madame Royal, elle a bâti sa carrière politique un peu comme une vedette du showbiz. Et finalement, ceux qui vont chanter au Zénith pendant tout un moment, un jour ça se termine et ils vont chanter dans les maisons de retraite. Maintenant, elle serait plutôt côté maison de retraite pour aller présenter son show qu'au Zénith, quoi. Non, j'y crois pas une seconde. Alors vous l'avez dit, elle a essuyé des échecs cinglants, la présidentielle en 2007, la primaire en 2011, vous l'avez dit, la législative en 2012. Et après justement cet épisode législatif douloureux en 2012, certains la disaient cramée. Comment cette femme parvient-elle à revenir, à être debout aujourd'hui, après des remarquables échecs comme cela? Mais c'est très simple. Pourquoi est-elle ministre aujourd'hui? Parce que quelqu'un a décidé qu'elle allait être ministre. Il y a une règle non écrite qui dit qu'un parlementaire qui prend une telle volée, il n'y a pas d'autre mot, lors d'une élection législative, n'appartient plus au gouvernement. Et qui a décidé de la faire rentrer au gouvernement? C'est François Hollande. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même vécu des années ensemble, et puis voilà, c'est un passe-droit. Madame Royal ne devrait pas être au gouvernement, mais M. Hollande a décidé que c'était comme ça. On dit qu'un président ne devrait pas toujours dire ce qu'il dit, mais il ne devrait pas toujours faire ce qu'il fait. Vous connaissez bien Ségolène Royal, parce que je le disais dans cette intro, que vous l'avez suivie et côtoyée pendant plus de 10 ans. Avec quels mots vous résumeriez cette femme politique? Ségolène Royal, femme politique, qui est-elle? Ambitieuse. C'est un mot, c'est ambitieuse. Culot exceptionnel et capable de balayer d'un revers de main tout ce qui l'ennuie. Voilà. Et après, capable de déployer une espèce de charme qui repose sur... Je pense que Ségolène Royal, avant d'être une femme politique, c'est une femme de spectacle. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Parce que quand on vous lit, votre enquête, elle fait ressortir l'image d'une femme politique qui brasse de l'air, qui ne se soucie que de son image, et des échos médiatiques d'ailleurs que peuvent susciter son action. Quand on vous lit, on se dit qu'on est face quasiment à une imposture. Est-ce que vous diriez ça comme ça? Bonne question. Imposture, le mot est peut-être fort. Parce qu'elle fait des choses, mais c'est toujours, tout ce qu'elle entreprend a une finalité, c'est que ça puisse servir son image. Tout ce qu'elle entreprend. C'est ce que vous dites, exister. Exister, mais même, elle fait toujours savoir avant d'être certaine d'arriver au savoir-faire. C'est peut-être une formule mais elle est tout le temps en train de taper sur son tambour, en train de dire « Regardez comme je suis belle, comme je suis forte et comme les autres sont nuls. » C'est quand même étonnant. Voilà, elle me rappelle, elle est persuadée qu'elle est la meilleure, elle me rappelle quelqu'un dans l'autre camp qui a été président de la République. Nicolas Sarkozy, ils se sont retrouvés bien évidemment
en 2007, on avait deux personnages se ressemblant terriblement l'un face à l'autre, quoi, hein, et avec quelque part, alors je ne vais pas en faire de la psychologie de comptoir, mais avec quelque part aussi dans leur petite enfance, etc. Parcours similaire, un parcours père identique, absent ou voilà, trop prégnant. Voilà. Et bien pourtant, Ségolène Royal, elle bénéficie d'un soutien sans faille de ses fans, on peut les appeler comme ça, ou dans son entourage, ou auprès du public. Oui, enfin, vous décrivez même, vous parlez d'adoration qu'éprouvent certains à son égard, vous parlez de culte ségolénien. Comment vous expliquez cet engouement aveugle? Écoutez, j'ai eu l'un de mes confrères au téléphone cette semaine qui venait de lire le bouquin, et on en parlait, il me parlait d'emprise mentale. Et c'est comme vrai. Un gourou, non, mais écoutez, le mot gourou, pour tout vous dire, je l'avais utilisé, au moins pour la 4e de couverture, j'en suis sûr, et puis, il a sauté, pourquoi pas, mais c'est un peu ça, parce que pour l'avoir vécu, c'est très très étonnant, je vous assure. J'ai eu, depuis que le bouquin est sorti, j'ai eu au téléphone un cadre supérieur du conseil régional, au téléphone, qui me parlait de ce bouquin, qui m'a dit deux choses dont je me souviens quand même, parce que c'est quand même très fort. La première chose, il m'a dit, avec ce livre, je me sens libéré d'un poids, parce que dorénavant ça se sait. Hein. Et la deuxième chose, parlant de l'entourage auquel vous faites allusion, enfin ils sont une petite dizaine de personnes qui étaient au conseil régional, cette personne-là me disait, ces gens-là sont capables de se tuer pour elle, ils sont capables de tuer pour elle. C'est dingue. Mais c'est dingue, oui, c'est un peu dingue. Alors c'est certainement exagéré, enfin, c'est une image, mais vous ne vous imaginez pas, ces gens-là ont des œillères, mais c'est quelque chose d'inimaginable. D'une telle ferveur, on peut dire. Peu de politiques sont dans cette situation. Écoutez, moi j'ai suivi pendant plus de 10 ans la politique nationale, en particulier les partis de gauche. Hein. Et effectivement, je n'ai jamais rencontré des gens aussi béni-oui-oui, aussi aveuglés que dans l'entourage de Madame Royal. Ça, c'est vrai. Écoutez, avant, nous avons eu, dans cette toute petite région de Poitou-Charentes, nous avons eu un certain Jean-Pierre Raffarin, que j'ai suivi pendant 14 ans. Qui était le prédécesseur. Il y a eu entre les deux, il y a eu Elisabeth Morin, qui n'a pas fait le poids en 2004 contre la Madame Royal, très médiatisée, etc. etc. Mais bon, Jean-Pierre Raffarin, il y avait des gens qui étaient à son service, pour son image, etc. Mais c'était... J'allais dire, tu disais un mot que M. Hollande a un peu dévoyé, c'était normal. Voilà. Alors que là, c'est totalement anormal. Il y a vraiment des moments où on se demande s'ils n'auraient pas besoin de consulter. Vraiment. Le fil rouge de votre ouvrage, c'est la formule 1 euro dépensé, c'est 1 euro utile. Je vois, vous l'avez bien vu. Ouais. Cette formule revient à plusieurs reprises dans votre livre, parce que c'est une formule que Ségolène Royal, présidente de la région Poitou-Charentes, répétait à l'envi pendant les 10 années où elle était en place. Je l'ai entendu des milliers de fois, je crois, sans exagérer. Et justement, elle l'utilisait pour justifier sa politique budgétaire dans la région. Et vous épinglez ses méthodes et sa gouvernance et la légèreté avec laquelle elle a tenu les budgets, justement. Alain Rousset, qui est l'actuel président de la Nouvelle-Aquitaine, parle de dérive. Et les résultats d'un audit révèlent qu'il y a plus de 131 millions d'euros de pertes. Vous n'êtes pas au courant des derniers rebondissements. Le dernier date de la semaine dernière. Madame Royal, qui a reçu le rapport de la Cour des comptes, comme tout le monde, qui a été rendu début août, demande maintenant, forte de ce rapport, à Alain Rousset de lui présenter des excuses, sinon elle porte plainte contre lui. Bon, je pense qu'elle peut les attendre longtemps. Le rapport de la Chambre régionale, j'ai dit la Cour des comptes, je m'excuse, c'est la Chambre régionale des comptes. Son verdict en décembre, oui, je crois. Mais rendra son rapport définitif, puisqu'il y a eu les observations des deux camps, etc. Bon, le problème... Elle est maintenant tranquille parce qu'elle craignait le mot insincérité dans les comptes. Parce qu'insincérité, ça veut dire pénal. Malversation. Bon,
Ça peut être, du coup, vraiment. Mais par contre, c'est pas pour ça que les contes vont être brillants. Parce que quand vous l'entendez sur un plateau de télévision dire que c'est une petite officine privée qui a réalisé cet audit, c'est Ernst & Young, c'est le plus gros cabinet d'audit du monde, 19 000 salariés, une petite officine. C'est quand même prendre les gens qu'elle a en face d'elle pour des imbéciles. Comment elle va se sortir de ce handicap, de ce boulet? Elle fera la quête, elle va rembourser. Elle est sortie de la messe. Non, mais sérieusement, comment elle va s'en sortir? Mais je ne sais pas, par une pirouette, vous avez bien vu qu'elle rêve, elle rêve de tout maintenant. Il est question de l'ONU aussi, pour s'occuper du climat, etc. Mais elle n'est pas inquiète parce que quelque part, elle a toujours réussi à rebondir, enfin, etc. Mais il va bien falloir quand même, faut quand même un sacré culot pour dire ce qu'elle dit à Rousset, alors que finalement, ce sont les contribuables de Pau, de Limoges, enfin, des régions dont elle avait, qui n'avaient rien à voir avec la gestion de Poitou-Charentes, qui vont payer. Qui vont payer pour elle. Voilà, c'est quand même, oui, non, parce que on parle près des 132 millions, mais vous avez quand même une bonne dose d'emprunt toxique, et il est question d'une cinquantaine de millions pour s'en sortir, minima. Après, vous avez des garanties d'emprunt, parce que Madame Royal ne donnait pas de subventions directement aux entreprises. Souvent, elle préférait garantir leurs emprunts. Bon, bien évidemment, dans ces entreprises qui se lançaient, etc., il y en a un certain nombre qui se sont cassés la figure, donc il va falloir payer alors, donc, on ne sait pas encore pour combien il y en a. Et puis après, les rames de train qu'elle a achetées, elle les a achetées avec un système de crédit bail qui va durer pendant une quarantaine d'années. Alors, c'est les générations futures qui vont devoir assumer. On a refilé la patate chaude à ceux qui viennent derrière. Dernière question, Patrick Guilloton, vous avez évidemment informé Ségolène Royal de l'écriture de cet ouvrage, vous lui avez certainement fait parvenir le livre, est-ce que vous avez eu un retour? Je lui ai pas fait parvenir le livre parce que j'ai pensé que 19 € dépensés pourraient être pour elle des euros utiles pour une fois, c'est le prix du livre. Mais je lui ai écrit en lui disant qu'elle ne serait pas étonnée du titre parce que la princesse... C'est un surnom qui lui est donné. La princesse, c'était le surnom qu'elle avait à Poitiers. C'était la princesse parce qu'il n'y avait jamais rien de trop beau pour la princesse, etc. Elle débarquait toujours entourée de sa cour. Et donc, donc je lui ai envoyé un mot, j'espère qu'il ne s'est pas perdu dans les méandres de son ministère. Merci beaucoup Patrick Guilloton d'être venu au Figaro nous parler donc de votre ouvrage La Princesse Royale et c'est édité au Cherche Midi. Merci encore.